sein de l'exécutif. Ça, vous devez faire comprendre. Hiérarchie conflictogène. Ouais, lorsque nous parlons de la hiérarchie, veut dire deux. Okay. Donc voilà, dans le cadre de notre... bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes nombreux à nous suivre selon que vous êtes aux USA, en Europe, en Asie ou en Océanie. Et vous êtes également ici en Afrique où nous sommes en train de tourner d'ailleurs cette émission. Il se passe qu'aujourd'hui, Micro chez vous offre un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain scientifique où nous allons aborder une thématique cruciale. Notre récipiendaire, je dirais, il fut récipiendaire, le juriste Jean Moloto va exposer sur la thématique des incidences politiques institutionnelles du fait majoritaire à l'épreuve du régime semi-présidentiel, regard croisé des systèmes comparés français et congolais. Monsieur Jonathan Moloto, bonjour. Bonjour, monsieur Christo Chimbalanga. Merci surtout pour l'invitation. Je me sens honoré d'être à cet instant devant vous dans le cadre de cette rubrique scientifique consacrée par votre émission. Et c'est l'occasion également pour moi de lancer également un appel aux autres camarades récipiendaires également de pouvoir venir ou soit solliciter une audience pour passer dans le cadre de cette émission pour faire valoir leurs œuvres scientifiques. Et nous pensons que nous allons passer de bons moments scientifiques autour de cette table. Merci beaucoup. Alors, avant que nous puissions d'ailleurs démarrer, accorder 5 minutes aux récipiendaires pour l'exposé magistral. Et puis nous allons revenir pour l'entretien avec lui sur ces thématiques. Nous trouvons qu'il serait judicieux de signaler que le travaux scientifique, le mémoire et thèse, en réalité, ne sont pas appelés à rester exposés que dans des auditoires. Dans des délais records, vous savez, on gagne le temps dans des auditoires où les exposés ne traînent pas. Or, on réfléchit pour réparer des problèmes sociétaux. On réfléchit pour faire avancer la communauté. Raison pour laquelle nous avons voulu à ce que cette émission puisse faire parvenir les travaux de recherche de récipiendaires pertinents afin que la classe politique et des différents autres secteurs puissent être éclairés par la science. Raison d'ailleurs de cette émission, raison d'ailleurs de ce numéro, de ce nouveau numéro. Alors nous devons rappeler que Jonathan Moloto, il sort déjà, je dirais, de la direction du professeur Daniel Mbaoussoukissa, que nous présentons nos civilités. Et il a opté pour cette thématique cruciale qui rencontre beaucoup plus la classe politique, que les politiciens doivent écouter et savoir comment, n'est-ce pas, diriger leur action politique. Alors, la première question introductive que nous poserons au juriste Jonathan Moloto serait celle de savoir pourquoi le choix de ces thématiques. À quand il a eu la résolution de porter son choix sur ces thématiques et pourquoi ces thématiques aujourd'hui sur le terrain scientifique. Mais Jonathan. Merci beaucoup, monsieur Christ Chimbalanga, pour la question. Voilà, il faut noter d'abord qu'il s'agit là d'un travail scientifique. Et un travail scientifique, c'est un travail de problématisation. Donc il faut essayer de problématiser, de rendre nos recherches problèmes en vue de pouvoir y apporter des solutions dans le cadre des hypothèses. Mais quant à la question du pourquoi, au fait, je serais tenté également, sous une autre formulation, de dire c'est quoi l'intérêt dont vous aviez eu à porter autour du sujet, puisqu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de points sur lesquels vous pouviez développer, mais pourquoi seulement sur cette thématique? Au fait, cette thématique porte d'abord un intérêt triptyque. Il y a d'abord un intérêt théorique, un intérêt pratique et un intérêt également qui est actuel. Mais surtout, plus, je pense que votre question réside au niveau de l'actualité, de l'intérêt actuel de ces sujets. Au fait, nous sommes sans ignorer qu'au sortir des élections de 2018, voilà, la CENI a publié, d'un côté il y avait un président république et de l'autre il y avait une majorité. Donc, en quelque sorte,
entre le président de la République et la majorité, il y avait comme une forme de discordance, puisque la majorité n'était pas propre au président de la République. C'était une majorité qui appartenait à un autre bloc politique, à l'époque on appelait le FCC, et les présidents étaient du cash. Et voilà, cela a posé de sérieux problèmes dans le cadre du fonctionnement des institutions. Puisque le but normalement des institutions, c'est de permettre la réalisation et la concrétisation de, voilà, des promesses électorales tenues par le président de la République, des promesses ou encore des programmes tels que concoctés par le gouvernement. Et voilà, ça permet à ce que l'on puisse aller dans le sens de la matérialisation. Mais du fait qu'il n'y avait pas concordance des majorités, cela a posé de sérieux problèmes. Plus les institutions, au lieu de travailler dans le sens de pouvoir matérialiser les politiques publiques, voilà, plus ils étaient dans des guéguerres, puisque voilà, les présidents républicains n'avaient pas la majorité parlementaire. C'est en ce sens-là que, dès l'entame de notre travail, nous avions pu relever que lorsque le président républicain ne dispose pas de la majorité propre à lui, il se trouve dans un contentieux factuel découvert, d'un côté, et de l'autre, dans un contentieux juridique voilé. Lorsque nous parlons du contentieux factuel découvert, il s'agit là d'un désaccord. Il s'agit d'un désaccord qui est visible aux yeux de tout le monde, puisque ce sont des faits que tout le monde peut voir et tout. Et dans le cadre purement du système politique congolais, pour ne pas encore parler du système français, l'on a pu repérer beaucoup de couacs, beaucoup de désaccords ou encore de contentieux factuels découverts. Il vous souviendra que les ordonnances du président de la République nommant les mandataires à la SNCC et GECAMIN ont souffert d'exécution pendant au moins 2 ans. Pendant au moins 2 ans, puisque voilà, dans le cadre de conciliabile politique qui devait y avoir entre le FCC et le cash d'un côté, cela n'a pas été respecté. Et du fait que le ministre, normalement, qui devait notifier aux héros nommés, était du FCC, ordre a été donné de ne pas leur notifier. Or, vous pouvez bien être nommé, mais lorsqu'il n'y a pas la notification, ça ne permet pas à ce que vous puissiez poser des actes juridiques qui rentrent dans le cadre de fonctions pour lesquelles vous êtes nommé. Là, c'est les premiers couacs. Les ordonnances du président de la République ont souffert d'exécution pendant 2 ans. Il vous souviendra également que le président de la République, voyant ces couacs-là, je crois en 2021 pour l'aménagement, l'ordonnance portant sur l'aménagement de l'appareil judiciaire, le président de la République, ayant tiré les leçons du passé, qu'est-ce qu'il fera? Il va envoyer le premier ministre Ilunga Nkamba, de l'époque, voilà, à Lubumbashi, pour, dans une forme de contentieux juridique voilé, permettre à celui qui était le plus presséant de pouvoir contresigner ces ordonnances au terme de l'article 90 alinéa 2 de la Constitution du 8 février 2006. En effectuant l'intérim. Oui, en intérim. Et les plus presséants étaient un membre de l'UDPS au nom de Gilbert Kankonde, qui était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Donc, tous ces faits, tous ces désaccords illustrent bien l'essence ou la problématique de notre thématique. Donc, c'est un peu ça en termes de l'intérêt actuel dont porte notre sujet. Mais alors, je vous ai suivi méticuleusement, la pertinence du raisonnement, j'apprécie. Quid du résumé en quelques minutes du travail? D'accord, merci monsieur Christ Tchimbalanga. Il faut noter que ce travail est d'une immense richesse en termes de recherche, et c'est également un travail costaud puisque ça portait sur 4 chapitres. Et nous pensons que vu le temps, nous n'aurons pas peut-être tout le temps de pouvoir vider toutes les questions fondamentales qui ont été abordées dans le cadre de notre étude, mais du moins par rapport à l'essentiel, ce que nous devons noter comme voilà, fondement ou socle de ce travail, c'est que le fait majoritaire joue un rôle très important dans le cadre d'un régime parlementaire, mais plus ici nous sommes dans le cadre d'un régime semi-présidentiel. Le fait majoritaire joue un rôle très important, puisque le fait majoritaire ou autrement les parlements disposent d'un fort potentiel constitutionnel de compétences. Et si nous sommes en droit positif congolais, c'est fondé au terme des articles 122 et 123 de la Constitution, où le constituant du 18 février reconnaît ou place
un cadre matériel de compétences reconnu au domaine de la loi ou encore, pour dire, reconnu au Parlement. Donc, c'est d'une importance capitale dans le cadre de rapports entre institutions et également du fonctionnement harmonieux des institutions. Et en France, c'est prévu au terme de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans un terme de potentiel constitutionnel de compétences. Et également, la majorité parlementaire dispose également d'un enjeu non moindre. Il s'agit de la question du contre-saint. Dans l'hypothèse où nous sommes en cas de discordance des majorités, les contre-saints peuvent se révéler comme un verrou sur la chaussure du président République, ne lui permettant pas de bien marcher. Puisque là, il va se poser la question autour de la valeur juridique du contre-saint. Quid de la valeur juridique du contre-saint? Puisqu'un acte du président République qui doit normalement obéir au mécanisme du contre-saint, mais dont le contre-saint fait défaut, qu'advient-il à cet acte-là? Puisque le contre-saint émane du gouvernement. Or, nous savons très bien que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Or, lorsque le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, nous supposons que le gouvernement également ne lui est pas acquis. Puisqu'en ce moment-là, il s'observe une forme d'unité de cohérence entre l'Assemblée nationale, qui est en quelque sorte la mère porteuse du gouvernement, puisque s'il n'y a pas l'investiture de l'Assemblée nationale, le gouvernement ne serait pas investi. En ce moment-là, le président de la République se trouve en quelque sorte comme encerclé, d'un côté par l'Assemblée nationale, disons le Parlement, et de l'autre par le gouvernement qui fait partie de son bloc au niveau du pouvoir exécutif. Or, la question du contre-saint relève du gouvernement. Alors, si l'acte du président de la République, normalement, doit obéir au mécanisme du contre-saint, et que dans le cadre peut-être des accrochages politiques, le Premier ministre, au terme de l'article 78, je crois 79 de la Constitution, refuse d'apposer le contre-saint primo-ministériel. Qu'arrive-t-il à cet acte-là, administratif, l'ordonnance du président de la République en tant qu'acte administratif? Qu'arrive-t-il à cet acte? Est-ce que cet acte-là sera d'application ou cet acte-là va souffrir d'application? Donc, ça rentre même dans le cadre, sous peu comme je venais de le dire, de l'intérêt actuel de mon sujet. Lorsque le président, voyant les bisbilles du passé, il va se dire que non, je ne peux pas faire passer ces ordonnances par l'entremise de ses premiers ministres, puisqu'il est de l'autre bloc, je risque d'être buté au problème de l'exécution ou encore de son applicabilité. D'où, pour répondre à cette question, nous avons procédé par trois postulats. Nous avons essayé de procéder d'abord par l'approche diachronique, c'est-à-dire la dimension historique du droit constitutionnel congolais sur la question du contre-saint. Nous avons essayé d'interroger les constituants actuels sur la valeur juridique qu'il a bien voulu accorder au contre-saint. Et également, nous avons recouru à la dimension pratique du contre-saint, surtout avec la gestion de la coalition FCCK. Puisque vous devez noter que le contre-saint n'a toujours pas reçu une valeur juridique univoque depuis l'histoire du droit constitutionnel congolais, depuis 60 jusqu'à nos jours. Donc le contre-saint a reçu diverses valeurs juridiques. Mais qu'en est-il alors de la valeur juridique lui attribuée par le constituant de 2006? Là, vous serez bien d'accord avec moi qu'il y a un silence. Et pour résoudre cela, nous avons recouru à la dimension diachronique du droit constitutionnel sur la question et nous avons interrogé la pratique. Nous ne savons pas si vous allez y revenir dans le cadre peut-être des questions, nous relancer pour que nous puissions entrer dans le fond. Voilà un des enjeux également de la majorité parlementaire dans le cadre d'un régime semi-présidentiel et qui s'illustre le plus lorsqu'il y a discordance de majorité. Et du point de vue des compétences constitutionnelles fondées au terme des articles 122, 123 de la Constitution, vous savez que le Parlement joue un rôle très important. On peut dire que, comme Pierre Avril, le fait majoritaire est l'épine dorsale de la 5e République, pour ne pas dire le carrefour des intérêts politico-juridiques dans le cadre de l'arène politique. Et donc, parmi les compétences du domaine législatif ou encore du pouvoir législatif,
il y a également la question par exemple de la nationalité. Il y a sous paix, nous avons vécu dans le microcosme politique congolais la question de la loi autour de réserver l'accession à la fonction président de la République aux seuls Congolais d'origine, mais des pères et des mères. Dans le cadre de jeux politiques, cela peut également être exploité lorsqu'il y a discordance de majorité ou même lorsque le président applique à la majorité parlementaire, il peut s'en servir pour pouvoir également nuire à certains candidats lorsqu'il a la majorité parlementaire. Puisque la question de la nationalité est une question qui relève du domaine de la loi. Donc c'est au pouvoir législatif de pouvoir traiter, de pouvoir modifier, de pouvoir élaguer, abroger même. Vous voyez? Donc c'est également un des enjeux. La question par exemple du régime électoral, c'est une question qui relève également de l'apanage du domaine de la loi. Qui est éligible? Peut-être par les passés, vous étiez condamné pour l'infraction, je ne sais pas, voilà, pour X infraction. Mais là, on voit que non, vous êtes un candidat gênant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le président, s'il a la majorité parlementaire, il peut recourir à sa majorité pour peut-être dans le cadre de l'élaboration future à venir de la loi électorale, qu'on puisse insérer une disposition tendant au niveau de l'éligibilité en insérant... empêcher. Oui, pour essayer un peu d'empêcher également tous ceux qui ont été condamnés pour X infractions à ne pas concourir pour la fonction présidentielle. Et donc, au moins d'emblée, en liminaire, vous comprenez l'importance vraiment du fait majoritaire dans le cadre de ces régimes. Lorsque les présidents en a, eh bien, il s'observe une forme d'autocratie présidentielle. C'est-à-dire le président implique reine en maître. Et comme conséquence, ça apporte ce que nous appelons le masculation du Parlement. Puisque là, il y aura absorption des fonctions législatives dans les chefs du président république. Là, le Parlement devient une chambre d'enregistrement ou une caisse de résonance à ne recevoir que les dictats de l'exécutif et plus principalement ici les présidents de la République. Mais tout de même, nous nous sommes posé également une autre question de savoir, bon, dans l'hypothèse où il n'a pas la majorité parlementaire, bon, le président république se trouve être un meneur contrarié, puisqu'il peut prendre des décisions, mais pour sa matérialité, ça doit partir à partir de l'Assemblée nationale. Je peux prendre un cas du président Tshisekedi. Alors, au début de la législature avec le FCC Cash, il a insisté toujours sur le fait de pouvoir matérialiser une disposition de la Constitution qui accorde à l'opposition, le statut de l'opposition, de pouvoir trouver un porte-parole. Mais du fait que la majorité n'était pas de son bord à l'époque, cela a souffert d'exécution. Donc, en ce moment-là, il se voit meneur contrarié. Lorsqu'il prend des décisions et que ces décisions-là souffrent d'exécution, puisque les ministres qui sont de l'autre bord reçoivent des injonctions de leur camp, le président est plus quoi qu'il soit meneur, mais il se trouve être contrarié puisque ces décisions ne sont pas exécutées. Il n'est pas en posture du président implique meneur décideur. Donc là, il s'observe également une forme de hiérarchie conflictogène au sein de l'exécutif. Non, ça, vous devez faire comprendre. Hiérarchie conflictogène. Ouais, lorsque nous parlons de la hiérarchie, di veut dire deux. Okay. Donc voilà, dans le cadre de notre régime politique, l'exécutif congolais est bicéphale. C'est-à-dire d'un côté, nous avons les présidents de la République et de l'autre, nous avons les premiers ministres, pour ne pas dire les gouvernements. Et donc, lorsque nous parlons de la hiérarchie conflictogène, c'est-à-dire les conflits qui peuvent naître de suite de la relation tumultueuse entre le président de la République et le premier ministre en cas de discordance de majorité. Donc, pour revenir, quel mécanisme pourrait-il disposer le président de la République pour faire face à la majorité parlementaire au cas où il n'en dispose pas? Nous avons proposé plusieurs postulats. Par exemple, la question de la dissolution du Parlement, qui peut être comme un moyen de calmer les ardeurs de parlementaires. Il y a également la question de la coalition. Là, ce sont des mécanismes qui sont, je dirais, constitutionnels ou encore juridiques. Mais il y a des mécanismes également qui sont, je dirais, non démocratiques. Lorsque l'on recourt à la transhumance politique pour pouvoir peut-être s'acheter les débauchages politiques pour peut-être s'acheter des députés en vue
de pouvoir, en vue de permettre au Donc, vous président de la République. préconisez ça comme piste de solution. Là, c'est Pour le dans le président de la cadre de mécanismes non démocratiques. Non démocratique. Mais par rapport au mécanisme démocratique, nous tablons sur le postulat de la coalition parlementaire, prévu d'ailleurs au terme de l'article 78 alinéa 2, lorsque la majorité parlementaire n'est pas aucun regroupement politique, aucun parti politique n'a atteint à lui seul la majorité parlementaire, les présidents appliquent au terme du dit article confie une mission d'information à un informateur en vue de pouvoir identifier une coalition. Ça peut être une brèche permettant au président de de pouvoir quand même respirer, bien qu'il n'a pas la majorité propre à lui, puisque là on procède par le colmatage des partis politiques en vue de réunir le bon nombre pour avoir la majorité parlementaire et lui permettre d'implémenter son programme électoral par le biais du gouvernement. Il y a également la question de la dissolution, donc tout ça, ça rentre dans le cadre de mécanismes de contournement démocratique. Et parmi les mécanismes de contournement non démocratiques, nous avons tablé sur voilà, la transhumance politique. Et d'ailleurs, le professeur Mbaou, dans le cadre de notre mémoire, parlait autour du glissement progressif du cadre réel du pouvoir. Or, normalement, en démocratie, le cadre réel du pouvoir doit être le Parlement. Mais comme il n'a pas la majorité parlementaire, il doit quitter le Parlement pour aller chercher les pouvoirs ailleurs. Où c'est? La Cour constitutionnelle, en utilisant la justice, en utilisant également la population. Donc vous voyez, la pression populaire a été vraiment aux côtés du président de la République contre les FCC pour de temps en temps pouvoir fléchir le camp qui avait la majorité parlementaire sur certaines questions. Je me rappelle de la question sur la réforme de la justice qui devait être initiée par le député Aubin Minakou et Sakata, mais cela n'a même pas été adopté puisqu'il y avait des marches partout ici à Kinshasa et cela a mené même à des casses de maisons de parlementaires du FCC. Donc la pression populaire peut également constituer pour le président de la République un contrepoids face à une majorité qui lui est hostile ou encore il peut recourir également à la justice. Là, nous pouvons prendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2020 qui en quelque sorte a permis aux législateurs de pouvoir transhumer alors que le législateur ou celui qui est élu député national, il est élu sur la base d'un parti politique. Mais l'arrêt a consacré une forme de libertinage, de liberté à tout député de pouvoir se choisir un bloc de son cas, tout ça dans le besoin de pouvoir aider les présidents républiques à rééquilibrer les choses ou à pouvoir imposer ses vues sur l'autre bloc qui avait la majorité parlementaire. Donc en substrat, c'est un peu ça la quintessence de notre travail. Merci pour cet exposé, même si on doit signaler que vous avez été vraiment trop large, mais c'était important, trop large pour soulever la pertinence dans le raisonnement. Alors, il se passe que faisons la phase entretien. Parce que je plus opté, ça il faut dire aux téléspectatrices, au lieu de questions-réponses, ça paraît un peu trop humanité. Parce que ici, c'est la colline inspirée et c'est le raisonnement qui doit primer. Alors, raison pour laquelle j'ai opté pour l'entretien. L'entretien serait, je soulève, bien sûr, il y aurait toujours cette nuance-là des questions, mais plutôt des raisonnements dans les questionnements pour vous permettre à répondre. Soyez un peu, faites ça, faisons le ping-pong pour que nous puissions garder le temps vu le temps qui nous est imparti. Alors, d'abord, je retombe sur le contre-saint. Je soulève ici le professeur Bouchab. Je descends sur le fait majoritaire. Et après, je crois, la question Minakou. La jurisprudence que vous avez soulevée, évidemment. Alors, la dissolution également, je le prends avec moi. Mais prenons d'abord le premier raisonnement, le contre-saint. Vous savez, le professeur Bouchab, je ne sais pas dire comme dans ses habitudes, d'inquiéter un peu l'intellectuel congolais. Il a toujours des raisonnements à deux balles. C'est-à-dire des raisonnements qui dérangent un peu la majorité. Il a soulevé, je crois, dans le cadre d'une conférence à Lubumbashi, la question le régime primo-ministériel, la primo-ministérialité. Alors, par rapport à la thématique telle qu'abordée par vous, vous dites à la fin régime semi-présidentiel. Alors que le professeur Bouchab, lui, il soulève la primo-ministérialité et la question du contre-saint.
dans ce raisonnement, en réalité, ce seraient les premiers ministres qui auraient la pleine compétence pour, n'est-ce pas, contresigner les ordonnances spécifiées émanant du président de la présidence de la République. Alors, dans cette coïncidence-là, pensez-vous que la primo-ministérialité est la bienvenue? Ça ne bouscule pas votre thématique? Merci, M. Christ Tshimbalanga, pour la si pertinente question. Mais il faille dès l'entrée de jeu de pouvoir poser quelques nuances. Puisque la question du régime primo-ministériel rentre dans le cadre également, de manière étendue ou de manière large, de régime politique. D'un côté, il faut dissocier la typologie traditionnelle des régimes politiques qui se base sur le mécanisme ou l'aménagement technique de pouvoir entre les organes de l'État tels que le Parlement, le pouvoir exécutif, également le pouvoir judiciaire, et de l'autre la typologie systémique de régime parlementaire. Mais plus l'intelligence de l'intervention du professeur Bochab, dans le cadre de cette conférence a été plutôt de pouvoir soulever une problématique au niveau de la typologie systémique des régimes politiques et non au niveau de la typologie traditionnelle de régime politique. Puisque la typologie systémique fait allusion plus à la pratique du fonctionnement des institutions. Et quoi de plus normal lorsqu'il y a discordance de majorité? Mais les présidents se trouvent être essoufflés, ils se trouvent être encerclés, d'un côté par l'Assemblée nationale et de l'autre par le gouvernement. Et comme, je dirais, le gouvernement est l'enfant de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale a envoyé au niveau de l'exécutif pour agir, eh bien, plus la prépondérance sera dévolue au Premier ministre, pour ne pas dire au gouvernement. Donc c'est plus la pratique qui renseigne que non, nous sommes dans un régime du type primo-ministériel, du type présidentialiste ou encore du type parlementariste au cas où le Parlement a de l'emprise sur... Il y a cohésion ou divorce entre le régime semi-présidentiel et la primo-ministérialité? Et la primo-ministérialité, je crois, il y a peut-être cohésion ou divorce. Cohésion dans le sens où, lorsqu'il y a concordance de majorité, mais cela peut aller même au-delà même du régime semi-présidentiel, pour aller même au niveau du régime présidentiel ou présidentialiste. Puisque au niveau systémique, lorsqu'il y a concordance, il y a convergence entre la majorité parlementaire et les présidents de la République, nous quittons la typologie traditionnelle de régime politique pour basculer au niveau de la typologie systémique. C'est-à-dire là, nous ne serons plus au niveau d'un régime semi-présidentiel simple. C'est-à-dire ça devient dans la pratique un régime soit présidentiel ou encore présidentialiste du fait de l'emprise que le président République a sur les institutions. C'est-à-dire l'autoconcentration de presque tout le pouvoir entre les mains d'un seul organe. Là, c'est plus la dimension pratique qui peut révéler cela. Et l'intervention du professeur Bochab avait une pertinence dans ce sens-là, qu'il essayait de faire montre à la population congolaise du point de vue fonctionnement des institutions de l'époque, puisque le président n'avait pas la majorité parlementaire, c'était plus le Premier ministre qui avait de l'emprise sur les institutions. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'accrochages entre, d'un côté, les présidents républiques et les premiers ministres, et également le président république et l'Assemblée nationale, du fait que le président république était dépouillé de la majorité parlementaire. Donc c'est un peu ça. Alors, et la deuxième question, retombons sur la dissolution. Mais avant la dissolution, il y a l'affaire le professeur M. Tawab et son collègue ont voulu initier une réforme allant dans le sens, ça va un peu ressortir de votre thématique, mais nous sommes toujours dans le cadre du raisonnement. Allant dans le sens de rattacher l'OMP, le ministère public, de le rattacher plus à l'exécutif, afin qu'il dépende cette fois-là du ministère de la Justice, mieux du ministre de la Justice. Comment voyez-vous d'abord cette réforme? Est-ce pertinente ou une théorie ou une réflexion de vente? Étant juriste, vous savez que nous sommes liés au texte. Et
Donc les textes, en quelque sorte, c'est la Bible pour un juriste. Et parmi les textes qui chapeautent dans l'ordonnancement juridique d'un État, nous avons la Constitution. Et au terme de l'article 149 de la Constitution du 8 février, vous pouvez bien vous en rendre compte avec moi au terme de la lecture que le parquet fait partie du pouvoir judiciaire. Or, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et comme conséquence, la proposition de loi en question portant sur un possible rattachement du parquet à l'exécutif, principalement au ministère de la Justice, me paraît inconstitutionnel au terme de l'article 149 de la Constitution, puisque le parquet fait partie du pouvoir judiciaire et le Constitution a dit que celui-ci est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et donc, je juge cela, la proposition en question impertinente au terme de l'article 149 de la Constitution, puisque ce serait violer les dispositions légales. Ok. Alors, je crois qu'il nous reste deux questions. Mais vu le temps qui nous est imparti, nous appellerons le récipiendaire de pouvoir répondre à ces deux questions en commentaire dans nos chaînes YouTube. Alors, dépêchons. Prenons la troisième question et la quatrième question, vous répondrez en commentaire. La question relative à la dissolution. Pensez-vous que la dissolution, quand bien même c'est un mécanisme juridique, mais ça permet à la République d'évoluer? La dissolution, par vous évoquée, parmi les mécanismes qui peut permettre au président de la République de pouvoir bénéficier d'une majorité parlementaire pour faire avancer ou faire exécuter son programme d'action, pensez-vous que ces mécanismes, c'est pour l'avancement de la République? Je suis tenté de dire oui et non en même temps. Oui, dans le sens où si le fait majoritaire, ou soit le bloc qui détient la majorité parlementaire, constitue en quelque sorte entrave à la réalisation ou à la matérialisation des promesses électorales tenues par le président de la République pendant la période électorale, alors ce serait salvateur alors de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais vous savez, étant juriste, la dissolution obéit à des conditions de fond et de forme que nous devions respecter au terme de l'article, si je ne m'abuse, 148 de la Constitution. Donc le président ne peut pas se réveiller d'un bon matin comme ça et prendre une ordonnance et dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il y a des conditions de forme et des conditions de fond. Et s'agissant de la condition de fond, il faut qu'il y ait une crise. Quand bien même le constituant n'a pas défini ce que c'est la crise en question, mais il faut qu'il y ait une crise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par la crise? S'agissant des conditions de forme, vous avez le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale une année suivant les élections. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant les périodes exceptionnelles comme l'état de siège ou l'état d'urgence, voire l'état de guerre et d'autres conditions de forme. Donc, la question de la dissolution est encadrée en droit positif congolais. Mais la question qui se posait, qui aurait peut-être une incidence sur le contresens, serait de savoir est-ce que cette ordonnance-là de dissolution du président de la République obéirait-elle au mécanisme de contresens primo-ministériel? Là, par rapport aux réflexions qui ont été couchées dans le cadre de notre travail, ça nous paraît un peu illogique. Et nous saluons là la justesse ou encore la sagesse du constituant français qui a fait exception à l'ordonnance de dissolution parmi les ordonnances qui doivent échapper au mécanisme du contresens. Au terme de l'article 12, si je ne m'abuse, de la Constitution française du 4 octobre 1958, ça fait exception à l'ordonnance de dissolution. Mais au terme de l'article, c'est nommément cité parmi les
des ordonnances qui doivent échapper au contre-saint primo-ministériel figure également l'ordonnance de dissolution. C'est l'article 19 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Mais ici, en droit positif congolais, il n'y a que 4 ordonnances qui échappent au contre-saint primo-ministériel. Et là, le constituant a laissé en quelque sorte un vide. Nous nous posons la question, est-ce cette ordonnance-là doit-elle obéir au mécanisme des contre-saints? Mais en réfléchissant, nous trouvons que non, ça paraît un peu illogique. Puisque normalement, le contre-saint, parmi l'une de ses valeurs également, c'est de permettre au double signataire ou celui qui vient apposer la deuxième signature de pouvoir engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Mais quid alors lorsque l'Assemblée nationale est dissoute? Quelle serait dès lors la pertinence du contre-saint primo-ministériel dans une ordonnance de dissolution du Parlement? Raison pour laquelle nous saluons la sagesse du constituant français qui a fait en sorte une dérogation à l'ordonnance de dissolution comme étant parmi ces ordonnances-là qui doivent échapper au contre-saint primo-ministériel. Alors, avant la phase photo, la dernière question, vous allez répondre ça en commentaire sur YouTube. La question est, là vraiment c'est une question de raisonnement, prenez votre temps. Vous avez abordé, je souligne le fait majoritaire. Est-ce que ce n'est pas un raccordement frauduleux en République démocratique du Congo de parler du fait majoritaire, partant du type français, en ce sens qu'en France, l'effet majoritaire d'abord est assorti de la crédibilité électorale. On découvre le fait majoritaire par des mécanismes bien établis. Alors qu'en République démocratique du Congo, vous savez, les élections jusqu'à maintenant, la crédibilité électorale fait toujours débat. Et pire encore, lorsque l'on se retrouve au Parlement. Il y a la transhumance, la question de la transhumance que soulevait le professeur Jacques Ndulé et qui est soulevé ici, dans le cadre de l'exposé. Est-ce tous ces éléments-là peuvent toujours nous pousser à parler de la théorie du fait majoritaire? Vous ne trouvez pas qu'ici, en République démocratique du Congo, c'est un peu trop frauduleux? C'est comme si on force la théorie du fait majoritaire en République démocratique du Congo. C'est ça la question que vous répondrez bien sûr en commentaire sur YouTube. Alors, passons dans la phase photo. On vous présente ici 3 photos et nous aimerions avoir vos points de vue. Alors, nous vous présentons d'abord la première photo. Oh, le professeur Jacques Joly. En fait, c'est un maître qui m'a dispensé le cours de droit constitutionnel général en G1. De lui, nous avions pu bénéficier de bon nombre d'outils juridiques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir prétendre être juriste, non seulement juriste au sens général, mais juriste constitutionnaliste. Puisque le professeur Joly ne cessait jamais de dire un juriste publiciste, mais qui est surtout constitutionnaliste, est un stratège politique. Un stratège. Un stratège politique. Et là, dans le cadre également de la pratique politique, j'ai pu au moins constater également les dires du professeur Joly et de lui, voilà, tant d'autres questions également sur la constitution, sur le régime politique que nous avions pu d'ailleurs développer dans le cadre de cette étude grâce à la qualité de ses enseignements, etc. Donc, notez que non, le professeur Joly, c'est un juriste anthropologue également. Donc, il n'est pas centré sur les textes, mais plutôt, il met l'homme au centre de son étude juridique. Donc, voilà, de lui, nous retenons beaucoup de souvenirs et surtout avions acquis beaucoup d'outils qui nous permettent actuellement, dans le cadre de la pratique, de nous émuler. Merci. Alors, la deuxième carte, celle qui est là. Ah, le professeur Echambo Kangaché, donc il fut mon doyen de la faculté, bien qu'il ne m'a pas dispensé personnellement le cours, mais c'est un homme que nous apprécions beaucoup du fait de sa rigueur dans le cadre de la gestion administrative de notre faculté et également de la pertinence de ces enseignements que nous avions pu lire au travers de
documents, PDF, etc. Il avait eu à démissionner à la Cour constitutionnelle. On s'est toujours posé des questions. Il a été traumatisé ou une démission volontaire, à votre avis? Au fait, c'est pas une démission, je peux dire, pas volontaire, puisqu'il a été contraint, bien que c'est un homme de principe, puisqu'il a vu que non, on voulait s'aborder les principes de droit, hein, sur la question de l'interprétation de l'article 70 de la Constitution sur l'éligibilité du président de la République sur 2 ou 3 mandats. Donc, ne voulant pas participer à cette messe, eu égard à ces principes, donc voilà, il a été contraint en quelque sorte de démissionner suivant ces principes. Donc je dirais qu'il a été contraint. D'accord. Alors, la toute dernière carte est là devant. Oh, le professeur Mao Soukissa Daniel. Au fait, je me sens d'ailleurs heureux de parler de lui. En fait, c'est lui qui a été mon directeur de mémoire. Je reconnais en lui. Outre ce que les gens disent et tout, voilà, c'est un monsieur qui est, je sais pas, teinté d'un certain orgueil. En fait, moi, je désapprouve cela puisque j'ai eu à fréquenter l'homme à maintes reprises chez lui à la maison avec d'autres collègues dans le cadre de la rédaction de notre TFC. Et c'est un monsieur vraiment qui s'y met vraiment à la science. Il nous a aidés, il nous a apporté beaucoup de correctifs et beaucoup de nouveautés qui nous ont permis d'être perspicaces dans le jour de notre défense et d'ailleurs qui a été assorti avec les félicitations de membres du jury. Ça s'écrit qu'il va quitter MLC vu que jusqu'à maintenant il n'est pas bien repositionné en politique. Comment vous trouvez? J'en doute fort, je ne pense pas, puisque vous savez le professeur Mbaou est de la lignée du professeur Njoli et Sengekeli. Njoli, qui n'est plus déjà dans le bateau de MLC. Bien sûr, qui a quitté et tout. Mais voilà, comme Njoli le disait, le professeur Njoli le disait, un juriste publiciste et surtout constitutionnaliste, c'est un stratège politique. Je sais que comme il est là, c'est un stratège politique qui sait analyser également les pesanteurs politiques de l'heure. Et je ne pense pas que d'emblée ou dans une année comme ça, il peut quitter, puisqu'il y a également le remaniement, il y a bien d'autres postes qu'il peut occuper dans le cadre de ces multiples facettes qu'il a acquis scientifiquement. Monsieur Jonathan Moloto, la science a été au rendez-vous. Micro chez vous, vous remercie fondamentalement. Merci beaucoup, M. Christ Tshimbalanga. Au fait, c'est ici l'occasion également de pouvoir passer le message ou l'information à d'autres condisciples qui sont récipiendaires, soit s'agissant dans le cadre du TFC, de leur mémoire et des thèses également, de pouvoir bien venir. Nous ne prenons que mémoire et thèse. Mémoire et thèse, de pouvoir bien se présenter dans le cadre de notre émission Micro chez vous, une émission pertinente qui vous met à l'aise et permet également de pouvoir permettre l'éclosion de vos connaissances scientifiques et j'en sors vraiment très égayé. Merci. Mesdames et messieurs, c'était de la part de Micro chez vous. Merci, à la prochaine.